Les camps de concentration nazis sont et resteront à jamais gravés dans les mémoires comme l'un des chapitres les plus sombres et les plus cruels de l'histoire de l'humanité. Au cœur de cette horreur se cachent des récits de résistance, de lutte et de courage. De nombreuses femmes, prisonnières du régime et survivantes de conditions inhumaines, ont bravé les pires adversités et ont réussi à raconter leur histoire. Elles ont subi de près les expériences des médecins, ont été témoins d'actes d'une cruauté extrême et ont activement participé à des tentatives désespérées d'évasion et de rébellion. Quelles atrocités ont été spécifiquement infligées aux femmes dans cet enfer? Quels secrets cachés se cachent dans l'ombre des camps de concentration nazis? Quelles histoires de cruauté et de courage restent-elles méconnues? L'enfer caché derrière les murs des camps de concentration. Lorsque les femmes arrivèrent dans les camps de concentration comme Auschwitz, Birkenau et Majdanek, la brutalité du régime nazi fut immédiatement évidente. L'un des principaux responsables de cette structure oppressive était Karl Otto Koch, commandant des camps de Buchenwald et de Majdanek. Koch exerçait un contrôle absolu sur les prisonnières, imposant un régime de terreur où la violence et la peur étaient les outils les plus courants. Hommes, femmes et enfants étaient soumis à son autorité sans distinction, tandis qu'une dynamique de répression systématique était renforcée. La plupart des femmes déportées arrivaient dans ces camps sous la fausse promesse d'une relocalisation ou d'un emploi. Pour beaucoup, cette illusion représentait une occasion d'échapper aux conditions de vie dans les ghettos, où la pauvreté et la ségrégation avaient atteint des niveaux insupportables. Cependant, le sort qui les attendait était bien différent. Etty Hillesum, une jeune femme juive néerlandaise, fut l'une des femmes qui vécurent cette dure réalité. Après sa déportation à Auschwitz, Hillesum décrivit dans son journal les humiliations qu'elle subit dès son arrivée au camp. Comme beaucoup d'autres prisonnières, son voyage en train ne fut que le prélude à ce qui allait devenir un cauchemar prolongé. Une fois arrivées dans les camps, leur arrivée prit un caractère encore plus sinistre. La violence fut immédiate et se manifesta par la séparation brutale des familles. Les femmes étaient arrachées à leurs enfants et à leurs maris, et cette séparation était souvent définitive. La supervision de ces séparations incombait à des personnalités clés comme Johann Schwarzhuber, commandant adjoint de Auschwitz-Birkenau. Schwarzhuber était chargé de sélectionner les prisonniers qui, à leur descente des trains, seraient envoyés aux travaux forcés ou directement aux chambres à gaz. Ce processus de sélection froid et calculé décidait de la vie ou de la mort de milliers de personnes, dont des femmes et des enfants, en quelques secondes. Aujourd'hui, des témoignages témoignent de la terreur quotidienne dans les camps de concentration, notamment celui de la militante française Charlotte Delbo. Cette écrivaine était mariée à Georges Dudac, et tous deux firent partie de la résistance dans la France occupée par les nazis où ils travaillèrent comme correspondants clandestins. Ils rejoignirent le groupe du philosophe communiste Georges Politzer et participèrent activement à la publication du journal clandestin Lettres. Le 2 mars 1942, la police allemande parvient à intercepter l'un des envois du journal et arrête Charlotte et Georges dans leur appartement. Dudac fut fusillé le 23 mai 1942, après avoir dit au revoir à sa femme. Après avoir été transféré dans différents centres de détention, Delbo fut déporté au camp de concentration d'Auschwitz en janvier 1943 avec 229 autres Françaises. Ce convoi, l'un des rares transferts de prisonniers non-juifs, fut connu sous le nom de « Convoi des 31 millions ». Les accompagnaient également lors de ce voyage Charlotte Claude Vaillant-Couturier, photojournaliste résistante, et Hélène Solomon Langevin, l'une des premières femmes à siéger au Parlement français. Charlotte évita le travail forcé et les chambres à gaz car le convoi comprenait des intellectuels et des scientifiques non-juifs. Ce groupe, dont Charlotte faisait partie, se démarquait de la foule des communistes et des analphabètes aux faibles revenus. Grâce à leurs connaissances, ils furent sélectionnés pour cultiver le pissenlit kazakh, utilisé pour fabriquer de la gomme. Grâce à ce coup du sort, Delbo laissa un témoignage personnel de la vie quotidienne dans les camps de concentration. Elle décrivit la terreur qu'elle vécut à Auschwitz et à Ravensbrück, relatée dans 3 livres. Dans cette trilogie, Charlotte a su transmettre avec précision l'horreur à laquelle étaient confrontés les prisonniers, où le châtiment et la mort pouvaient survenir à tout moment. Leur quotidien était marqué par le travail forcé, destiné à les dépouiller de toute humanité.
L'expérience qu'elle a vécue à Birkenau et Ravensbrück a été si traumatisante qu'à la fin de la guerre, lorsqu'elle a appris que l'Union soviétique utilisait les camps de concentration, elle a abandonné définitivement son militantisme communiste. La bête et la hyène, les femmes au service de la terreur nazie. Une partie des souffrances endurées par les femmes est due au fait que les nazis ne faisaient aucune distinction entre les genres ou les sexes. Il était essentiel pour eux de les soumettre à une routine d'épuisement physique et mental. Mais l'esclavage et la torture des prisonniers ne se limitaient pas aux hommes. Par exemple, à seulement 25 ans, Hildegard Neumann s'est distinguée comme chef des gardes à Ravensbrück. Son comportement et le traitement qu'elle a réservé aux prisonniers lui ont valu d'être promue au grade d'Oberaufseherin au camp de concentration de Theresienstadt. Née en Tchécoslovaquie, Hilda a considéré cette mutation comme une promotion, car elle lui a permis de se rapprocher de sa famille. En tant qu'Oberaufseherin, elle commandait 30 gardes et plus de 20 000 prisonniers juifs. Selon les archives, elle aurait participé à la déportation de plus de 40 000 femmes vers les camps de concentration d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, où la plupart furent finalement assassinées. Sa tâche consistait à surveiller les prisonnières pendant leurs longues heures de travail dans les camps de concentration et le ghetto de Térésine. Elle est connue pour avoir facilement toléré le harcèlement et la torture, car elle s'occupait de gardes dont la cruauté et le plaisir face à la torture sont entrés dans l'histoire. Parmi elles figuraient Kaelia Rojo, surnommée la terreur des prisonnières, et Hildegard. Mende, également connue sous le nom de la bête. On n'a jamais su où se trouvait Hildegard Neumann. On sait seulement qu'elle s'est évadée du camp en mai 1945. Certaines sources affirment qu'elle serait décédée le 5 novembre 2010, bien qu'il n'existe aucune information précise. Faute d'informations, elle n'a jamais été jugée pour crime de guerre. Elle est accusée d'avoir été complice de la mort de plus de 55 personnes décédées au camp de concentration de Theresienstadt. En matière de torture, peu de femmes peuvent se comparer à Irma Grese, surnommée la hyène d'Auschwitz ou la belle la bête. Grese aimait infliger des tortures physiques et psychologiques. Certains historiens suggèrent que son comportement pourrait être lié à son fanatisme pour l'idéologie nazie. La carrière d'Irma a commencé très jeune. À 18 ans, elle s'est portée volontaire pour entrer au camp de Ravensbrück, ce que son père lui avait interdit, ce qui s'est soldé par son expulsion de chez elle. Irma a dénoncé son père, qui a fini en prison. En 1943, Irma entra au camp d'Auschwitz comme gardienne et, à la fin de la même année, elle fut promue au poste de surveillante. Elle fut la deuxième plus jeune femme à occuper le plus haut grade dans un camp de concentration. À 20 ans, elle supervisait plus de 30 000 prisonniers d'origine juive. Elle fut arrêtée en 1945 par des soldats britanniques et jugée à Nuremberg. Grese était connue dans les camps de concentration pour avoir assassiné ses victimes en lâchant des chiens sur elles et pour avoir abattu des détenus de sang-froid. Elle fut également accusée d'avoir torturé des enfants, d'avoir abusé sexuellement de détenus et d'avoir fouetté des prisonniers à mort. À 22 ans, elle fut la plus jeune femme à être pendue selon la loi britannique. Elle fut exécutée le 13 décembre 1945 à Hamelin, en Allemagne. L'enfer sur Terre, expérience médicale sur les femmes. Dans un camp de concentration nazi, la souffrance physique ne se limitait pas à la brutalité du travail forcé ou aux conditions de vie inhumaines. De nombreuses femmes, parfois choisies arbitrairement ou pour des caractéristiques spécifiques, furent victimes d'expériences médicales atroces. Sous le faux prétexte de chercher des réponses scientifiques, les médecins du Troisième Reich utilisèrent ces prisonnières comme des rats de laboratoire pour valider, au nom de la science, les théories les plus tordues. Auschwitz et Birkenau furent parmi les lieux les plus sinistres où ces expériences furent menées. Karl Klauberg, gynécologue, fut responsable des expériences les plus inhumaines jamais enregistrées au XXe siècle. Dans le bloc 10 d'Auschwitz, Klauberg étudiait la stérilisation de masse, notamment des jeunes femmes. Entre 1942 et 1945, des milliers de femmes ont reçu des injections de produits chimiques qui ont provoqué de graves inflammations et infections et ont finalement entraîné la mort des prisonnières. L'objectif était simple. Le parti nazi devait trouver des méthodes d'extermination dépassant l'appareil répressif. Grâce à ces expériences,
Il cherchait à découvrir une méthode rapide et peu coûteuse pour stériliser les femmes sans chirurgie, éliminant ainsi la possibilité d'avoir des enfants de celles considérées comme inaptes par l'idéologie nazie. Peu de femmes survivaient à ce type de torture, qui laissait des séquelles physiques et émotionnelles à vie. Les femmes auxquelles Klauberg injectait des suppléments chimiques pour les stériliser portaient un traumatisme psychologique éternel, sachant qu'elles ne pourraient plus jamais avoir d'enfants. Le nom de Mengele était connu dans toute la caserne, et sa simple évocation donnait la chair de poule. Son équipe comprenait des prisonniers juifs dotés d'une vaste expérience médicale, ce qui fit rapidement connaître ce qui se passait dans ses laboratoires. Miklos Nizli était un médecin hongrois emprisonné à Auschwitz en raison de ses origines juives. Il commença à soigner les malades et les personnes fragiles à l'intérieur des baraquements. Son travail était si vaste qu'avec si peu d'outils, Mengele lui-même lui demanda de devenir son assistant au bloc opératoire. Nizli fait partie des survivants du camp de concentration et raconte les atrocités perpétrées par l'ange de la mort lors de ses expériences. Dans son livre, Miklos décrit en détail la fascination de Mengele pour les cas de jumeaux ou de personnes présentant des anomalies physiques. Afin de comprendre l'origine de ces caractéristiques génétiques et de percer le secret du clonage, Mengele a mené des expériences macabres et totalement inhumaines. L'un des cas les plus célèbres est celui de la famille Ovitz, et plus précisément des sœurs Ovitz. Cette famille juive d'origine roumaine était connue pour son nanisme, mais surtout pour être une famille d'artistes juifs. Elle comptait 10 membres au total, dont 7 atteints d'achondroplasie, nanisme, et 3 de taille moyenne. Les Ovitz furent déportés à Auschwitz en 1944 et, au lieu d'être envoyés dans la chambre à gaz pour inaptitude au travail forcé, elles furent spécifiquement sélectionnées par Mengele pour participer à ces macabres études génétiques. Sœurs Ovitz furent soumises à des expériences effroyables, ponction vertébrale, extraction de moelle osseuse et examen oculaire, tous pratiqués sans anesthésie. Le but de ces tortures était de découvrir les causes génétiques du nanisme. Au-delà de ces séances de torture, les sœurs Ovitz ont survécu à la guerre, mais le souvenir des expériences les a hantées à jamais. Leur résilience est aussi un symbole et un témoignage du courage qui résiste à l'horreur. Mais Auschwitz n'était pas le seul enfer sur Terre. Ravensbrück fut également le théâtre d'atrocités humaines effroyables. Sous la direction de Karl Gebhardt, les prisonniers étaient soumis à des interventions chirurgicales sans anesthésie. L'objectif était de tester l'efficacité de différents traitements contre les infections, une méthode expérimentale pouvant ensuite être utilisée dans des situations plus extrêmes, loin des hôpitaux, comme sur le champ de bataille. De nombreuses femmes ont délibérément infecté leurs plaies avec des bactéries, des éclats de verre ou de métal, juste pour voir comment leur corps réagirait aux traitements expérimentaux. Parmi les femmes qui ont subi ces tests, se trouvait Jadwiga Dzido, une jeune Polonaise, a subi plusieurs expériences chirurgicales. Une plaie à la jambe de Dzido a été volontairement infectée par des bactéries et de la terre contaminée, et diverses interventions chirurgicales lui ont ensuite été pratiquées. Lors du procès de Nuremberg, elle a elle-même exposé les cicatrices laissées par ces tortures, témoignant au monde des atrocités subies à Ravensbrück. Les femmes dans la résistance. Au milieu de l'horreur et de l'oppression des camps de concentration nazis, certaines femmes ont non seulement lutté pour leur survie, mais ont également joué un rôle crucial dans la résistance. Malgré les conditions inhumaines et la brutalité quotidienne, ces femmes sont devenues des symboles de courage, d'ingéniosité et de solidarité. Dans les camps de concentration, les femmes devaient non seulement lutter pour leur survie physique, mais aussi affronter la complexité de la résistance et tout ce qu'elle impliquait. L'horreur était telle qu'elle suscitait naturellement chez les prisonnières le besoin de se soulever contre l'oppression et la torture. À Auschwitz, certaines prisonnières organisèrent des réseaux de soutien clandestins, partageant informations et ressources. Elena Gorska, une jeune prisonnière polonaise, se distingua par son rôle dans l'organisation d'un réseau d'espionnage qui aidait les prisonnières à obtenir des informations sur les mouvements de troupes à l'extérieur du camp et les conditions de vie à l'intérieur. Grâce à ces réseaux, les prisonnières pouvaient communiquer avec le monde extérieur et fournir des informations pour organiser les différents centres de résistance. Comme de nombreuses femmes travaillaient comme assistantes médicales, ce réseau d'espionnage et de contrebande au sein des camps
était cruciale pour maintenir en vie le plus grand nombre possible de personnes. Nombre d'entre elles volaient nourriture et médicaments à l'abri des regards, les cachaient dans leurs vêtements pour échapper aux gardes et les livraient aux femmes dans le besoin. Ces petits actes de résistance étaient un puissant moyen de faire face à l'appareil nazi, même si elles savaient que cela mettrait leur vie et celle de leurs proches en danger. Mais l'acte d'insubordination ultime contre les Allemands fut l'évasion du camp de concentration. Malgré les risques énormes encourus, certaines tentatives d'évasion impliquèrent des femmes courageuses. C'est le cas de Marta Zimetbaum, née en 1918 à Breslau, en Pologne. Elle fut capturée en 1942 à Anvers, en Belgique, et emmenée par les Allemands au camp de concentration d'Auschwitz. Parlant couramment plusieurs langues, Marta occupait une position privilégiée, servant d'interprète entre les prisonniers et les autorités nazies. Malgré cette position privilégiée, Marta décida de s'engager dans la résistance, aidant les prisonniers à se procurer de la nourriture et des médicaments et se sauvant ainsi de situations dangereuses. En 1944, elle décide de s'évader avec son amant, Edward Galinski. Ensemble, ils planifient leur évasion pour le 24 juin 1944, profitant du relâchement des mesures de sécurité ce week-end-là. Ils parviennent à quitter le camp sous un déguisement de la Schutzstaffel et un laissez-passer vierge, mais sont capturés 2 semaines plus tard, le 6 juillet, dans les Beskides. Après leur capture, ils sont tous deux envoyés à Birkenau pour y être exécutés publiquement le 15 septembre 1944. Le rôle des femmes et leur lien avec le Sonderkommando. Au sein de la machine de mort nazie se trouvait un groupe de prisonniers qui, contraints par les Allemands, accomplissaient les tâches les plus atroces dans les camps de concentration. Ils formaient le Sonderkommando. Traduit de l'allemand, ce terme signifie « commando spécial » et ils étaient principalement composés d'hommes juifs. Ils étaient contraints de travailler dans les crématoriums et les chambres à gaz, constituant ainsi le principal rouage du processus d'extermination de masse. Les Sonderkommando opéraient dans des camps comme Auschwitz-Birkenau, Treblinka et Sobibor. Ils étaient chargés de retirer les corps des chambres à gaz, de les brûler dans les crématoires et d'éliminer les cendres. Cette tâche, imposée sous la menace de mort, faisait d'eux des témoins réticents de toute l'ampleur du génocide. Ces hommes vivaient sous la menace constante de la mort et la durée de vie d'un Sonderkommando dépassait rarement 3 mois, car ils étaient exécutés après plusieurs mois de travail pour éviter qu'ils ne deviennent des témoins dangereux. En fait, la première tâche d'un Sonderkommando consistait à incinérer et à éliminer les cendres de la précédente task force, faisant d'eux des témoins directs de ce qui leur arriverait quelques mois plus tard. Malgré leur terrible sort, les membres du Sonderkommando bénéficiaient de certains privilèges au sein des camps par rapport aux autres prisonniers. Sachant qu'ils seraient exécutés après une courte période de service, ils recevaient des rations alimentaires plus importantes et de meilleures conditions de vie que les autres juifs. Cela ne les dispensait pas de vivre dans un climat de peur constant, ignorant quand ils seraient exécutés et sachant que toute erreur dans leur service était punie de mort. Cependant, sachant leurs jours comptés, beaucoup choisissaient de ne pas profiter de ces rations supplémentaires. Certains partageaient leur nourriture avec d'autres prisonniers moins fortunés, principalement des femmes, par le biais de réseaux clandestins au sein des camps. Bien que le Sonderkommando fût majoritairement masculin, leur contact avec les prisonnières était bien plus fréquent qu'on aurait pu s'y attendre dans un environnement aussi contrôlé. Dans des camps comme Auschwitz, les baraquements des femmes se trouvaient à proximité des lieux de crémation et parfois les interactions étaient minimales grâce au réseau de résistance tissé au sein des camps. Malgré le risque constant de mort que ces actions impliquaient, femmes et hommes du Sonderkommando partageaient nourriture, cachaient des provisions ou coordonnaient de petits actes de sabotage. Rosa Robota, une jeune juive polonaise, est un parfait exemple de ce type de résistance clandestine qui a émergé sous les yeux des gardes nazis. Robota travaillait dans le dépôt de vêtements adjacent au crématorium 3 à Birkenau. C'est là qu'elle a reconnu plusieurs personnes de sa ville natale qui travaillaient avec le groupe Sonderkommando. C'est précisément parce qu'elle les connaissait auparavant qu'elle a pu commencer à travailler avec la résistance. Rosa Robota n'était pas seulement une pièce fondamentale de ce réseau de connexion entre les baraquements des femmes et le Sonderkommando, mais elle faisait également partie de l'un des événements historiques les plus intéressants des camps de concentration, appelé
Le soulèvement du Sonderkommando des crématoires d'Auschwitz. Les soulèvements juifs et le rôle des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'Holocauste, des soulèvements juifs et des actes de résistance active ont été enregistrés en réponse aux atrocités nazies. Ces actes de courage se sont produits sous diverses formes et dans divers lieux, démontrant que, malgré des conditions difficiles, des tentatives de résistance ont existé face à un destin apparemment inéluctable. Bien que le récit dominant des films, des séries télévisées et des livres mette souvent l'accent sur la souffrance et la victimisation, il est important de reconnaître ces efforts de lutte et de résistance. Le soulèvement du ghetto de Varsovie, qui eut lieu entre août et octobre 1944, est considéré comme l'un des actes les plus importants de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Les femmes y jouèrent également un rôle important en tant que messagères et interlocutrices dans la planification du soulèvement. Ces femmes, appelées cachariot, assuraient la liaison entre les organisations juives du ghetto et la résistance à l'extérieur. Zivia fut l'une des figures clés de ce rôle. Lubetkin et Tosia Altman, tous deux membres dirigeants d'organisations de résistance de la jeunesse telles que l'organisation juive de combat et Dror, un groupe sioniste socialiste. Zivia est l'une des dirigeantes les plus importantes de l'organisation juive de combat et l'une des fondatrices de la résistance du ghetto de Varsovie. Altman, quant à elle, était une figure clé, car elle était chargée de coordonner et de distribuer les armes qui entraient dans le ghetto. Après le soulèvement, elle fut capturée par les nazis et mourut des suites de ses blessures en tentant de s'échapper. Mais les femmes ont également joué un rôle actif dans les soulèvements, en participant à la lutte armée. Plotnica et Mirgola combattirent aux côtés des hommes dans les rues du ghetto, défendant les positions de résistance contre les forces nazies. Bien que l'historiographie traditionnelle privilégie le leadership masculin dans le soulèvement, de nombreuses femmes jouèrent un rôle clé dans les combats. Un autre des soulèvements les plus choquants de la résistance juive fut celui du 7 octobre 1944 à Auschwitz-Birkenau. Cet acte est considéré comme le plus grand acte de résistance au sein d'un camp nazi. Il fut planifié par plusieurs prisonniers du camp, les prisonniers du Sonderkommando travaillant au crématorium, 4 jouant un rôle fondamental. Après des mois de préparation, et sachant que leur jour était compté, ils décidèrent de ne pas mourir sans combattre. Mais pour que ce soulèvement ait lieu, ils avaient besoin de l'aide des prisonnières. Ces femmes travaillaient dans une usine de munitions du camp et risquaient leur vie en faisant passer clandestinement de petites quantités de poudre aux prisonniers du Sonderkommando. Parmi ces femmes courageuses figuraient Rosa Robota, Esther Weichblum, Ella Gertner et Regina Saffirstein. Elles réussirent courageusement à dissimuler la poudre dans leurs vêtements et ainsi à introduire clandestinement la matière première dont le Sonderkommando avait besoin pour fabriquer les explosifs destinés au crématorium 4. L'objectif était double. D'abord, faire exploser le crématorium, ce qui, sans mettre fin à l'extermination massive, réduisait temporairement la capacité du camp à procéder à des massacres. Rappelons que les crématoriums et les chambres à gaz fonctionnaient 24 heures sur 24, constamment en activité pour exterminer le plus grand nombre possible de personnes. L'autre objectif était de créer une diversion afin de saisir le plus d'armes possible aux gardes nazis, de libérer le plus de prisonniers possible et de s'évader le plus loin possible du camp de concentration. Le but ultime était de contacter les résistants hors des camps de concentration. Finalement, le 7 octobre 1944, la poudre fut transformée en grenades improvisées que le Sonderkommando réussit à introduire dans l'une des chambres du crématorium. Le feu du crématorium activa les explosifs, faisant exploser le crématorium et détruisant la chambre à gaz adjacente. Cela déclencha le soulèvement, au cours duquel les hommes du Sonderkommando combattirent avec le peu d'armes dont ils disposaient, parvenant à tuer plusieurs gardes nazis. Cependant, malgré l'ampleur de l'explosion et l'organisation de la résistance, celle-ci fut rapidement écrasée par les forces allemandes. Les conséquences de cet acte de résistance furent rapides. Rosa Robota, Esther Weichblum et les autres femmes furent arrêtées peu après le soulèvement. Malgré les tortures brutales, aucune d'elles ne trahit ses camarades. Elles payèrent le prix fort pour leur courage. Elles furent pendues le 6 janvier 1945, quelques semaines seulement avant la libération du camp. Pourtant, leur sacrifice ne fut pas vain.
Ces actes de résistance montrèrent au monde que, même dans les conditions les plus inhumaines, il est possible de lutter au nom de la dignité et de la justice. Soulèvement de Sobibor et le rôle des femmes. Le 14 octobre 1943, dans un coin de la Pologne occupée par les nazis, eut lieu l'un des actes de résistance les plus choquants de la Seconde Guerre mondiale, le soulèvement de Sobibor. Bien que beaucoup moins connu que les soulèvements du ghetto de Varsovie ou d'Auschwitz, Sobibor fut non seulement un acte héroïque du peuple juif, mais cache aussi l'histoire de femmes courageuses qui ont tout risqué pour s'échapper. Sobibor était un camp d'extermination bien plus petit qu'Auschwitz. Par exemple, on estime qu'Auschwitz a assassiné plus d'1 million de personnes, tandis qu'à Sobibor, les nazis auraient tué entre 170 et 250 personnes. Or, Sobibor a été créé par le Troisième Reich uniquement et exclusivement pour assassiner systématiquement les personnes considérées comme des ennemis de l'État. Le complexe d'Auschwitz-Birkenau était également un centre d'extermination, mais il servait également de camp de concentration et de travail forcé. Sobibor faisait partie de l'opération Reinhard, un nom de code secret visant à exterminer les Juifs polonais en Pologne occupée. Son seul objectif était le massacre et non le travail forcé ou l'enfermement prolongé. Tout transfert d'une personne à Sobibor en tant que prisonnier équivalait à une condamnation à mort immédiate. Cependant, le 14 octobre 1943, un groupe de prisonniers réussit l'impossible. Ils se révoltèrent contre les nazis pour tenter de s'évader. Le soulèvement était un acte de désespoir, mais surtout de résistance. Il avait été planifié par des prisonniers juifs soviétiques sous la direction d'Alexandre Petchersky. Les prisonniers comprirent rapidement que Sobibor n'était pas un camp de travail, mais un centre d'extermination, et qu'ils devaient s'évader au plus vite. Conscients de leur temps limité, ils commencèrent à organiser la rébellion. Si le récit du soulèvement de Sobibor se concentre souvent sur les hommes, les femmes ont également joué un rôle essentiel. La plupart d'entre elles ont servi d'agents de liaison ou de messagers au sein du camp, contribuant à assurer la parfaite coordination du coup d'État. L'une des femmes les plus importantes de cet épisode est Selma Engel, une jeune femme juive néerlandaise qui avait été déportée au camp d'extermination en avril 1943. Elle avait été sélectionnée par les nazis pour travailler au nettoyage et au tri des vêtements des personnes envoyées dans les chambres à gaz. Parmi les objets qu'elle put conserver de ces vêtements, elle trouva un petit couteau qui lui servit à poignarder un garde nazi lors de son évasion, lui permettant ainsi, avec plusieurs autres prisonniers, de fuir dans les bois. Elle fut protégée par un couple d'agriculteurs polonais et, après la fin de la guerre, s'installa aux États-Unis. Elle ne retourna en Europe que pour témoigner au procès des criminels de guerre pour les atrocités commises à Sobibor. On estime que 300 personnes réussirent à s'échapper du camp d'extermination de Sobibor, mais furent poursuivies par 500 à 600 soldats de la Schutzstaffel. La plupart furent capturés et tués dans les forêts environnantes. Après la Seconde Guerre mondiale, seuls 47 évadés survécurent, dont 8 femmes. Après l'évasion, les nazis démantelèrent le camp et y plantèrent une forêt afin d'effacer tout souvenir de ce qui s'y passa. Sans les témoignages courageux de femmes comme Selma Engel, il n'y aurait pas eu de témoins du massacre qui s'y déroulait. Art et résistance, des femmes qui ont préservé la mémoire. Pendant la Shoah, de nombreuses femmes ont utilisé leur créativité comme moyen d'expression et acte de résistance. Par la peinture, la poésie, le théâtre et la musique, ces artistes ont cherché non seulement à survivre, mais aussi à préserver leur mémoire et celle de leur communauté, laissant un témoignage authentique et poignant de cette période sombre de l'histoire. Par exemple, Java Rosenfarb, une artiste juive polonaise née en 1923, était connue pour avoir représenté dans ses tableaux les souffrances et la vie quotidienne dans les camps de concentration nazis. Après sa déportation à Auschwitz, Rosenfarb a survécu et, après la guerre, elle s'est installée au Canada. Elle est reconnue comme l'une des romancières yiddish les plus importantes de l'après-guerre. Elle survécut aux conditions atroces du ghetto de Lodz, puis fut déportée à Auschwitz et Bergen-Belsen. En 1945, elle fut libérée par l'armée britannique à l'article de la mort du typhus. Son œuvre la plus connue est basée sur son expérience dans le ghetto de Lodz pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cet ouvrage, elle analyse en profondeur la condition humaine au cœur de la souffrance et de l'oppression, explorant les origines de la haine antisémite,
la perte d'identité et une réflexion sur l'humanité. Rachel est une autre artiste polonaise qui a survécu à l'Holocauste. Auerbach écrivaine, historienne, militante et poète, elle a utilisé son talent pour documenter et dénoncer les crimes de guerre commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Après l'occupation nazie de la Pologne, Auerbach organisa une soupe populaire dans le ghetto, contribuant ainsi à nourrir les Juifs vivant dans l'extrême pauvreté. Il rejoignit le mouvement clandestin Oyneg. Chabès, consacré à la documentation de la vie dans le ghetto et des événements qui s'y sont déroulés. Rachel a tenu un journal en polonais où elle exprimait son angoisse face au sort des Juifs de Varsovie et a écrit une monographie sur la faim dans le ghetto. Bien qu'ayant échappé à la grande déportation de 1942, Auerbach a recueilli les témoignages des Juifs évadés de Treblinka, préservant ainsi la mémoire historique de son peuple. En 1943, Rachel réussit à s'échapper vers le côté arien de Varsovie, devenant messagère de la résistance juive et collaborant avec des militants pour raconter l'expérience juive sous le régime nazi. Elle fut l'une des rares survivantes du groupe de résistance Oyneg. Chabès a réussi à récupérer des informations sensibles dans les archives du ghetto, contribuant ainsi à documenter ce qui s'est passé pendant la guerre. Dans de nombreux camps, l'art émergeait du silence. Les femmes griffonnaient au charbon de bois à l'intérieur des murs, dessinaient au dos d'uniformes déchirés ou cousaient des fragments de chansons dans l'ourlet de leurs robes. Leurs outils étaient rudimentaires, cure-dents, clous tordus, cheveux humains. Elles utilisaient des enveloppes vides de lettres non postées, des étiquettes médicales déchirées ou des morceaux de tissu usés comme support pour leurs mots et leurs dessins. Certaines enfouissaient leurs carnets dans des boîtes de conserve scellées à la graisse, d'autres les cachaient parmi des briques détachées ou dans des oreillers de fortune. Des documents circulaient clandestinement. Le fil dentaire servait d'aiguille pour broder des vers sur des mouchoirs. La suie de cheminée mêlée à de la salive servait d'encre pour des croquis illustrant la vie avant l'incarcération. Même au cœur de l'extermination, certains transcrivaient des chansons entières de mémoire ou composaient de courtes pièces de théâtre qui étaient récitées à voix basse, de mémoire, par leurs co-détenus. L'une des formes les plus courantes de résistance culturelle était la création d'images visuelles dépourvues de mots, des portraits d'yeux, des mains tendues, des fenêtres ouvertes. Elles n'étaient pas seulement décoratives, c'étaient des codes. Un dessin pouvait représenter un lieu, un message, un avertissement. Ce qui ressemblait à de l'art pouvait aussi être une information. Ces fragments ne cherchaient pas à être reconnus, c'étaient des traces. La preuve que même là, la mémoire était inscrite sur toutes les surfaces possibles, résistant à chaque coup à l'oubli imposé par le silence nazi. Une autre femme qui a contribué à sauver l'histoire que les nazis ont tenté d'effacer est Dita Krausova, une survivante du ghetto de Theresienstadt, camp de concentration d'Auschwitz où étaient partagés livres, écrits et essais interdits par les nazis. Avec Freddy Hirsch, un juif qui organisait une école pour enfants au sein du camp, ils parvinrent à créer cette bibliothèque clandestine composée de seulement 8 livres et de quelques écrits. Dita était chargée de conserver et de cacher ces livres afin d'empêcher les nazis de les découvrir. Elle fut transférée à Bergen-Belsen en 1944, puis libérée par les forces alliées en 1945. Krausova joua un rôle essentiel dans la préservation de la culture et du savoir, utilisant la littérature comme forme de résistance. Les femmes, l'accouchement et l'horreur des camps de concentration, l'histoire de Stanisława Leszczyńska. L'un des aspects les plus douloureux et les moins documentés de la vie quotidienne dans les camps de concentration était l'expérience des femmes enceintes, notamment lors des accouchements qui se déroulaient dans des conditions inhumaines. La plupart d'entre elles étaient condamnées aux chambres à gaz presque immédiatement après leur arrivée, mais certaines parvenaient à y échapper et à accoucher dans les camps. Il est important de noter que les nazis n'avaient aucune pitié pour personne, et encore moins pour les femmes enceintes. Les gardes avaient pour ordre d'envoyer toute femme présentant des signes de grossesse à la chambre à gaz. En effet, les nazis considéraient les nouveau-nés juifs comme improductifs et un fardeau pour le système et l'organisation des camps. C'est pourquoi il était très courant pour les nazis de tuer les bébés à la naissance ou de les laisser mourir de faim, privant les mères juives de la possibilité d'allaiter. Face à cette situation, les femmes enceintes emprisonnées dans les camps de concentration étaient confrontées au choix déchirant de cacher leur état ou de risquer une mort certaine pour elles-mêmes et pour les autres.
Durant les derniers mois de leur grossesse, de nombreuses prisonnières utilisaient des couvertures usées pour envelopper leur torse et simuler un ventre plat. Certaines s'appliquaient de la boue ou de la cendre sur le visage pour paraître plus malades et éviter les examens. D'autres marchaient courbées et mangeaient moins pour réduire la taille visible de leur ventre. Tout était improvisé. Il n'y avait aucun protocole, seulement la peur et la créativité. Dans la caserne, les autres femmes devenaient des alliées silencieuses. Elles formaient des murs humains pour cacher les femmes enceintes pendant le décompte ou leur donnaient leur unique ration de soupe pour les fortifier avant l'accouchement. Les naissances avaient lieu à même le sol, recouvert de petits bois, de terre et de brindilles de paille. Il n'y avait ni lumière, ni eau potable, ni protection. Dans l'obscurité, un compagnon tenait la main de la mère, tandis qu'un autre couvrait la bouche du bébé à la naissance pour l'empêcher de pleurer. Si les pleurs étaient trop forts, ils pouvaient être découverts. Souvent, le premier objet qui touchait la peau du nouveau-né était un drap déchiré ou une blouse volée à la blanchisserie du camp. Certaines femmes arrachaient le cordon ombilical avec leurs dents. D'autres utilisèrent des clous rouillés ou du verre brisé, préalablement bouilli dans un récipient en métal sur une flamme improvisée. Dans les minutes qui suivaient la naissance, les femmes s'efforçaient de maintenir le bébé dans un silence absolu. Elles l'enveloppaient dans des vêtements cachés ou des couvertures de laine réutilisées et le dissimulaient sous le plancher ou entre des matelas, pendant quelques heures seulement. Parfois, le nouveau-né était confié à une autre prisonnière sans lien biologique afin de tromper les gardiens. C'était une chaîne de soins improvisés qui ne durait que jusqu'au premier cri, au premier mouvement. Souvent, les bébés ne survivaient pas plus d'une journée. Lorsque la situation devenait insupportable, certaines mères enterraient leurs enfants en secret, à l'aide de cuillères tordues ou de leurs propres mains. Elles choisissaient les recoins sombres des baraquements ou les abords du camp. D'autres, confrontés à l'inévitable, remettaient le bébé à un garde dans l'espoir qu'il soit envoyé dans un orphelinat nazi, ce qui arrivait rarement. La plupart des nouveau-nés étaient exécutés ou abandonnés sur ordre direct. Malgré tout, certaines femmes répétèrent le processus plus d'une fois. Certaines tombèrent enceintes en sachant que ce serait leur perte, mais elles le firent par choix, par résistance biologique. Au cœur de l'extermination, donner la vie était, pour elles, un moyen de ne pas disparaître. Pour leurs enfants, cacher leur grossesse et oser accoucher dans les baraquements représentait également un risque extrême, car elles souffraient de malnutrition sévère, d'épuisement et de conditions sanitaires insalubres. Accoucher dans de telles circonstances impliquait également un risque mortel pour la mère et l'enfant. Cependant, de nombreuses femmes décidèrent de prendre le risque de cacher leur grossesse dans l'espoir de survivre et de voir naître leurs enfants, même lorsque les chances étaient minces. C'est dans ce contexte qu'apparaît la figure de Stanisława Leszczyńska, devenue une héroïne pour de nombreuses prisonnières enceintes. Stanisława est née en Pologne en 1896 et, avant son arrestation par le régime nazi, travaillait comme sage-femme à l'hôpital de Łódź. Après l'invasion allemande de la Pologne, elle fut envoyée à Auschwitz avec sa fille, où elle fut affectée à la maternité du camp, appelée Revier, une section où étaient emmenées les femmes enceintes et malades. Stanisława a non seulement exercé sa profession avec un professionnalisme absolu malgré des conditions d'hygiène et de salubrité épouvantables, mais elle a également refusé de suivre les ordres des médecins nazis qui attendaient d'elle qu'elle participe à la mise à mort de nouveau-nés. Leszczyńska a catégoriquement refusé de tuer des nouveau-nés et, même sans instruments appropriés ni eau potable, a utilisé ses compétences de sage-femme pour mettre au monde plus de 3 bébés dans le camp de concentration de Auschwitz. Stanisława a non seulement risqué sa vie en désobéissant aux ordres des médecins nazis, mais elle a aussi tenté jusqu'au dernier moment de maintenir ses bébés en vie. Après la guerre, Leszczyńska est retournée en Pologne, où elle a continué à travailler comme sage-femme. Ce n'est qu'en 1957 qu'elle a osé publier le récit de son expérience à Auschwitz, relatant l'enfer qu'elle a enduré et capturant son histoire héroïque. Femme collaboratrice, les prisonnières Capot. Dans les camps de concentration, l'horreur n'était pas seulement infligée par les nazis, mais aussi par certains prisonniers. Dans des camps comme Ravensbrück et Majdanek, des groupes de prisonnières sélectionnées collaboraient activement à l'assujettissement des Juifs. Ces femmes, appelées Képo, étaient choisies par les nazis pour maintenir l'ordre dans les baraquements ou superviser les travaux forcés.
Bien qu'elles aient, elles aussi, subi les conditions inhumaines des camps, nombre d'entre elles ont utilisé leur position de pouvoir pour torturer et maltraiter d'autres prisonniers, révélant ainsi la cruauté humaine à son paroxysme. Malgré l'environnement brutal, certains capots maintenaient des habitudes qui les éloignaient en partie de la souffrance générale. On leur assignait des couchettes séparées, avec des couvertures propres ou des vêtements moins usés. Certains disposaient d'un miroir de poche, de savon allemand, voire d'une tasse en porcelaine personnelle, des objets impensables pour les autres. Tandis que les prisonniers recevaient de la soupe liquide dans des boîtes rouillées, certains capots recevaient des portions plus élaborées, avec des morceaux de viande ou du pain sans moisissure. Ils avaient la permission d'entrer dans certaines zones restreintes, comme les cuisines, les bureaux ou les entrepôts, ce qui leur donnait accès à des marchandises, à échanger ou à des faveurs. Certains y conservaient même des effets personnels confisqués à d'autres détenus, des bagues cachées, des morceaux de tissu à valeur affective ou des photos de famille. Ces objets étaient utilisés comme monnaie d'échange silencieuse. Après une journée de surveillance, de nombreux capots retournaient dans des espaces où ils pouvaient s'asseoir, fumer des cigarettes confisquées ou écrire sur de petits bouts de papier sans surveillance. Dans certains camps, on trouve des traces de capots tenant des carnets où ils notaient les noms, les punitions ou les rumeurs, un moyen de chantage ou de contrôle pour les autres détenus. Leur temps libre, bien que limité, était un privilège. Certains écoutaient de la musique sur des radios confisquées ou discutaient avec des fonctionnaires nazis qui leur offraient des avantages en échange de faveurs sexuelles ou d'informations. Ces relations n'étaient pas toujours volontaires, mais elles leur donnaient accès à des ressources telles qu'un abri, de meilleures chaussures ou une protection contre leurs rivaux capots. Ce niveau d'enrichissement personnel, bâti sur la souffrance d'autrui, a conduit de nombreux capots à adopter un mode de vie étranger à celui des autres. Tandis que des centaines de femmes croupissaient dans la misère, elles maintenaient une supériorité fragile, forgée par la trahison et l'utilité. Ce contraste quotidien, manger mieux, dormir davantage, avoir du savon, constituait une autre forme de punition psychologique pour celles qui les observaient. L'une d'entre elles était Hermine Braunsteiner, qui fut finalement chargée de sélectionner les femmes pour le travail forcé et même pour des expériences médicales. Elle était surnommée la jument de Majdanek, en raison de ses pratiques sadiques envers les prisonnières. Elle frappait avec ses bottes les femmes qui tombaient d'épuisement et ne s'arrêtait que lorsqu'elle les blessait gravement. Vers la fin de la guerre, Braunsteiner réussit à s'échapper de l'armée rouge en mai 1945 et se cacha en Autriche. Elle fut arrêtée par la police autrichienne et remise à l'armée britannique. Elle passa 3 ans dans une prison autrichienne et, à sa libération, épousa l'Américain Russell Ryan. Grâce à ce mariage, Hermine obtint la nationalité américaine et le couple s'installa à Maspeth, dans l'État de New York, au début des années 1960. En 1964, Braunsteiner a été découvert par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal, qui a signalé son cas aux autorités. En 1968, sa citoyenneté américaine lui a été retirée pour non-paiement de ses crimes de guerre et elle a été extradée pour être jugée en Allemagne. Braunsteiner est ainsi devenue la première criminelle de guerre à être extradée des États-Unis vers l'Allemagne. Après plusieurs procès, le 30 janvier 1981, Hermine a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de 80 personnes, pour avoir incité au meurtre de 102 enfants et pour avoir aidé à la mort de 0 personne. Erika Bergman, une autre capos notoire de Ravensbrück, était connue pour son extrême cruauté, ce qui lui valut d'être surnommée la bête à peau humaine par les gardiens et les prisonniers. Elle avait gagné ce surnom pour son traitement brutal des prisonnières travaillant dans les camps. Lors de son procès, elle fut accusée d'avoir utilisé son chien pour attaquer une jeune Rome de 20 ans qui, selon Bergman, travaillait trop lentement. La jeune fille, grièvement blessée, fut laissée à l'air libre pendant des heures, sur ordre de Bergman, qui avertit que toute prisonnière qui tenterait de l'aider subirait le même sort. Elle attaquait également d'autres prisonnières pour leurs cheveux trop longs ou bouclés, permettant à son chien de les attaquer, ce qui lui causa de graves blessures, dont une perte de la vue. Après la guerre, Bergman resta anonyme jusqu'en 1955, date à laquelle elle fut jugée pour crime de guerre en Allemagne de l'Est. Après la réunification allemande, elle demanda une libération conditionnelle qui lui fut accordée en mai 1991.
À sa libération, Bergmann était la criminelle de guerre nazie ayant purgé la plus longue peine sous le régime de la loi est-allemande. Elle mourut en 1996 à Guben, en Allemagne. Des héroïnes aux martyrs, en passant par les collaboratrices, les histoires de femmes de tous horizons ont émergé des camps de concentration nazis. La plupart des prisonnières soumises à une brutalité indicible font désormais partie de la mémoire laissée par l'Holocauste. Leur courage, leur force et leur engagement pour la survie, et même leur insubordination, nous rappellent parfaitement que, même dans les moments les plus sombres, l'humanité garde espoir et peut surmonter l'horreur. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial que le monde continue de se souvenir de ces femmes et d'en tirer des leçons. Leur vie et leurs histoires nous enseignent non seulement les erreurs du passé, mais aussi ce dont l'être humain est capable lorsqu'il s'agit de se battre, de résister et de survivre.